على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ramadan Mubarak Saïd. Bonjour tout le monde. Je souhaite le bienvenue à notre président de la Fédération royale marocaine de badminton, M. Marouane Bichy, ainsi notre cher conférencier, M. Boro, et sans oublier nos chers enseignants participants. À l'occasion du 17e anniversaire des princes héritiers Moulay Hassan, la Fédération royale marocaine de badminton organise cette formation d'initiateurs en badminton au profit des enseignants d'éducation physique et sportive au Maroc. La thématique de cette troisième journée, présentée par M. Boro, il va nous parler sur leur expérience dans son club. Mais avant de céder la parole à M. Boro, je passe la parole à M. Youssef Dioubouri, représentant de la Fédération royale marocaine de badminton. M. Youssef. Shukran Sereda. Marhaba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, à l'occasion de l'anniversaire de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, que Dieu le protège, la Fédération royale marocaine de badminton a inauguré une formation à distance des entraîneurs depuis le 8 mai. Et dès que nous avons assumé la responsabilité de la fédération, nous avons élaboré une stratégie de travail axée sur un plan de réforme, réparti sur une série d'ateliers à 4 axes: gouvernance, formation, élargissement de la base des joueurs et entraîneurs, vulgarisation de la pratique du badminton de toutes les régions du Maroc, en faisant le sport scolaire une locomotive de sport national. Suite au sérieux, le travail, l'ambition et la persévérance, le badminton marocain a connu un essor qualitatif au cours de ces 4 dernières années, aussi bien en termes de nombre de badistes que d'associations. Mesdames et messieurs, la formation d'aujourd'hui, et malgré le confinement et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles vit le Maroc, nous a poussé à l'application et la concrétisation de notre programme sur le terrain. Ce programme adopté vise à faire le plus grand nombre d'encadrants et créer plusieurs associations. Il ouvre la voie à tous les Marocains, sans discrimination ni exclusion, et en faisant du badminton un sport populaire pratiqué par tous les groupes d'âge et toutes les classes de la société, en tenant compte des principes de l'approche genre. En conclusion, nous sommes honorés de souhaiter la bienvenue au conférencier de cette 6e journée de formation, à M. Boro. À vous, M. Reda Lapa. Merci infiniment, M. Youssef Dioubouri, représentant de la Fédération. Maintenant, je cède la parole à notre cher conférencier, M. Boro. M. Boro, à vous la parole. À vous la parole, monsieur. Bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Boro. Je vais vous parler de l'association que je préside en France. Donc, c'est le Badminton Club Donatien. C'est un club de badminton donc en France, dans la ville de Saint-Donat, qui regroupe à peu près 5000 habitants. C'est une association qui existe depuis 25 ans et qui compte en moyenne entre 130 et 150 licenciés. On a de nombreuses activités réparties sur toute la semaine. On a des créneaux loisirs et jeux libres, on a des créneaux compétition, des créneaux famille. Le samedi matin, c'est un créneau famille où les parents peuvent venir jouer en famille avec leurs enfants. Et puis, on a 2 créneaux jeunes, donc, qui représentent sur la semaine 7 créneaux différents et avec 2 coachs. Donc, un coach qui s'occupe plus des jeunes et des débutants, et puis un coach qui est l'autre fille qui s'occupe plus des compétiteurs. Donc, un premier volet sur l'organisation du club. Donc, le club est régi par la loi française, c'est la loi 1901, qui oblige la présence d'un certain nombre de personnes pour que le club puisse vivre. Donc, c'est à minima, c'est 3, c'est un président, un trésorier et un secrétaire. Donc, nous, au sein du club, on est 11 qui constituent le bureau du club. Donc, on a doublé tous les postes. Donc, on a un président, vice-président, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Et puis ensuite, on a 5
autres personnes qui s'occupent, qui ont des tâches différentes. On a un responsable tournoi, un responsable convivialité, un responsable matériel, etc. Donc c'est vraiment une organisation indispensable pour la vie du club. Ça nécessite beaucoup de temps. Et voilà, ça permet un épanouissement et un développement du club d'avoir différentes personnes, que chacun donne son avis sur les projets. Voilà, c'est un peu voilà, on prend les décisions à la majorité. Voilà, c'est important pour que le club vive d'avoir beaucoup de personnes et surtout des bénévoles qui s'investissent dans les différents projets que met le club en place. Donc l'association a un fonctionnement propre, un budget propre. On définit notre politique, nos enjeux, nos projets. Mais on a toutefois un lien étroit avec le comité départemental et la fédération qui donne les orientations principales. Donc pour le fonctionnement d'un club, chaque année, on construit ce qu'on appelle un projet de club, qui va orienter un peu les différents projets qu'on va mettre en place durant l'année à venir, notamment les orientations voilà, qu'on souhaite développer. Donc nous, depuis plusieurs années, on l'a accentué cette année, on est basé vraiment sur la convivialité. On a beaucoup de créneaux différents, des personnes qui ont des besoins et des envies différentes au sein du club. Donc voilà, les créneaux famille, les personnes qui participent aux créneaux famille n'ont pas forcément envie de jouer avec les computers et vice versa. Donc voilà, on a vraiment mis en place plusieurs actions qui permettent de développer cette convivialité pour faire vivre le club et que tout le monde s'y sente bien. Donc on a fait plusieurs activités, donc ce qu'on appelle les tournois salades. Donc voilà, on mixe les équipes, on fait des petits matchs de 5-10 minutes, on mixe les équipes à chaque fois. Donc voilà, ça permet de jouer avec des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer habituellement. On fait des repas partagés. Donc au niveau des séances libres, qui est généralement le lundi soir, on demande à chacun d'emmener un petit quelque chose à boire, à manger. On se partage tout en jouant. Cette année, on a organisé un carnaval bad. Donc c'est un tournoi de bad déguisé. Bon, on a fait 2 mois à l'organiser, mais on n'a pas pu le faire à cause du virus. Mais on avait pour une première, on avait une très très forte demande. On était obligé de refuser du monde. On a organisé des soirées Zumba. On a également fait on a essayé de miser sur les échanges, les rencontres avec d'autres clubs sportifs. Donc on l'a fait avec le volley. Donc ça permet aux autres sports aux pratiquants des autres sports de faire connaître le badminton. Et aussi on a invité pas mal de clubs non affiliés. En France, on a des joueurs qui pratiquent le badminton, mais plus de manière loisir, pas dans des clubs, donc sans licence. Voilà. Donc ça a permis de leur donner envie, et suite au premier échange, on a eu près d'une dizaine de demandes de licence. Voilà. Donc c'est intéressant voilà, de faire partager, de faire connaître le club. Donc cette année, on mise sur beaucoup de nouvelles activités. Donc je vais vous les détailler un peu rapidement. Donc dès le mois de septembre, on va développer 4 à 5 nouvelles activités. Donc la première, c'est le badminton pour les personnes en situation de handicap mental ou physique. Donc on va créer un créneau spécifique dans l'un de nos gymnases, et puis notre animateur se déplacera également dans les hôpitaux, dans les centres médico-sociaux. On va acheter pour cela des kits de filets portatifs, voilà, comme le fait par exemple Decathlon. On va développer une activité sport-santé qui est plus dédiée aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent de maladies chroniques. On a également une activité pour aider 5 jeunes en situation difficile, alors que ce soit financière ou difficulté d'insertion ou au niveau de l'école. Et puis un créneau entreprise. Voilà, on a une demande assez forte localement pour, par exemple, durant deux espaces entre midi et 2, 2 créneaux entre midi et 2 dans la semaine, de laisser à une quinzaine de personnes travaillant dans les entreprises locales pour pouvoir s'amuser et pratiquer le badminton, pour s'évader, etc. Donc tous ces projets là, comme je vous l'ai indiqué,
C'est vraiment des projets pour diversifier le public, pour toucher tout le monde et surtout pour des projets qui s'inscrivent dans un projet de territoire. Voilà. C'est vraiment axé sur les actions locales et pour toucher, voilà, pour faire profiter les différentes personnes, différents publics du badminton en local. Et puis, on a une dernière activité qu'on souhaite développer très fortement, qui est le air badminton et le beach badminton. On a la chance, pas très loin de notre club, d'avoir ce qu'on appelle le lac de Champeau. C'est une base ludique. C'est un espace naturel avec un grand lac. Et sur ce site, on a des terrains enherbés où l'on va pouvoir installer différents terrains. Et puis également, il y a un terrain de beach volley qu'on pourra utiliser pour faire du beach badminton. Donc ça, c'est un projet qu'on a développé depuis quelques mois. On achètera probablement le matériel cet été. Donc l'objectif, c'est d'avoir plusieurs activités. La première activité, c'est dédié aux licenciés de notre club pour faire des échanges conviviaux. Comme c'est un espace naturel, ça permet de faire un barbecue, voilà, de faire du badminton en extérieur et en convivialité. De faire aussi un tournoi éventuellement, si ça marche bien, un tournoi officiel en invitant différents clubs de la région. Et puis, comme c'est un site touristique, on a prévu aussi de faire des journées promotionnelles dédiées aux personnes qui viennent de la région durant l'été et puis les extérieurs aussi qui viennent en vacances. Donc, pour faire connaître le badminton et le air badminton, même si ça ne concerne pas forcément notre club, et ça fait au moins connaître ce sport-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le air badminton. Ah oui, j'ai une petite précision. Le air badminton prend une place très importante en France. Voilà, à titre d'exemple, on a reçu une lettre de la fédération en fin de semaine qui nous autorise à reprendre le badminton en extérieur, donc le air badminton. Voilà. Donc c'est aussi une volonté de la Fédé de développer et d'encourager cette pratique en France. Donc je ne sais pas si vous voulez revenir sur cette partie-là avec la vidéo, les images, l'autre fille. Oui, je pense qu'on va approfondir cette partie-là. Je pense que la régie, en fait, ils vont montrer donc des photos et puis des vidéos ou des activités en fait dans le cadre du air badminton. Voilà, ils sont en train de le faire. En fait, le speed badminton, c'est exactement comme le badminton, ça a les mêmes exigences. On a la même raquette, le volant il est un petit peu plus lourd, la raquette elle est un petit peu plus lourde aussi. Ça ne demande pas énormément voilà, de matériel, enfin en termes de technicité. Ça demande juste voilà, de la disponibilité, la pratique. Peut se faire dans n'importe quel espace. Voilà. Benoît tout à l'heure a cité donc le lac de Champeau, ça peut se faire
dans la plage, au bord de la plage, ça peut se faire dans un lac, autour d'un lac, dans la forêt, ça peut se faire vraiment dans les villes, dans les rues, ça peut se faire vraiment n'importe où. Et donc, à partir de là, cette pratique-là, elle est vraiment accessible à tout le monde et donc, c'est très intéressant. Je vais donc revenir à cette partie-là et avant, donc, je vais surtout repasser la main à Benoît pour vous expliquer en fait les particularités en fait des ressources au niveau du club, la particularité des budgets, comment le club en fait il initie en fait son budget à l'avance en amont pour la préparation de l'année. Oui. Donc il y a un dernier point que j'ai pas abordé là sur les différents projets qu'on va mettre en place et qui est pas des moindres, c'est de poursuivre et consolider des passerelles qu'on a mises en place entre l'association et puis les écoles de la commune, notamment les collèges et puis les classes de cours élémentaires, en leur offrant par exemple un mois d'essai gratuit. Voilà, c'est un point assez important d'encourager les jeunes, de faire découvrir ce sport aux jeunes pour qu'ils aient envie de s'investir et les faire progresser. Voilà. Et un point aussi important, c'est lorsque des jeunes explosent ou sortent du lot, par exemple en EPS, dans les cours de sport à l'école, et bien de les encourager à passer le pas et à aller s'inscrire, prendre une licence en club. Voilà. Donc concernant le budget, alors ce que je vous ai parlé précédemment, chaque saison on monte un projet de club pour la saison à venir, et ce projet de club tient compte et se fait en fonction du budget aussi. Donc le budget, comment on le monte? Alors il y a plusieurs entrées d'argent. La principale, c'est les cotisations que vont payer les adhérents en début de saison. Donc je vous dirais que c'est à peu près c'est plus de la moitié du budget du club. Ensuite, il y a les sponsors. Alors il y a différents types de sponsors. Il y a les petites entreprises locales qui nous donnent, à titre d'exemple, entre 200, 300, 400, voire 500 euros dans le meilleur des cas. Donc nous, on en a 4 ou 5. Et puis là, on a eu un gros sponsor qui nous a donné 3500 euros. Et là, c'était plus pour créer une série de maillots, en fait, créer une ligne de vêtements pour le club. Voilà. Donc là, il y avait un échange. Les petits sponsors ne nous demandent rien en retour, juste mettre des affiches lors de nos événements. Par contre, le plus gros sponsor souhaite que son logo apparaisse sur nos maillots. Voilà. Et puis, il y a d'autres sources assez importantes aussi, que sont les recettes issues des différentes manifestations qu'on organise. Donc, voilà, à titre d'exemple, il y a la soirée Zumba, il y a le tournoi non officiel, il y a les tournois officiels. Voilà les trois grosses sources de revenus, les cotisations, les sponsors et puis tout ce qui est manifestation. Voilà, alors, il y a une quatrième qui est les subventions de la Fédé. Alors, les années d'avant, on n'avait jamais eu. On a redéposé un dossier cette année, ce mois-ci. Donc, on verra si on peut avoir de l'argent via ce mode-là. Concernant le budget, voilà. Donc, en fonction du budget, nous, on a un nombre de licenciés qui est à peu près stable d'une année sur l'autre. Donc, on connaît relativement bien notre budget. Après, voilà, si une année on a une baisse de licenciés, ben on essaiera de comprendre pourquoi, on réadaptera les actions. On a beaucoup d'avantages au club. On offre des tournois aux compétiteurs, on leur offre 3 tournois, on leur offre des volants. Donc en fonction du budget, si d'une année sur l'autre on a une grosse baisse de budget, ben on révisera ces avantages-là. Voilà. Donc voilà pour le budget. Donc voilà, comme je vous l'ai présenté, il y a une recette importante qui est les tournois. Donc cette année, nous, on en a organisé un tournoi officiel qu'on appelle le tournoi senior, qui se déroule généralement en décembre. Donc c'est un gymnase, on l'organise dans un gymnase de 4 terrains, donc c'est un gymnase un peu petit,
donc qui nous a permis d'accueillir sur 2 jours environ 120 compétiteurs pour environ 170 matchs dans le week-end. Donc on faisait du simple, simple, mixte et double. Donc l'organisation d'un tournoi, c'est un investissement en temps et en personnes assez important. Il se prépare entre 2 à 3 mois minimum à l'avance, voire plus pour les démarches administratives. Donc la première démarche, c'est une entente avec le comité départemental pour fixer les dates, parce que tous les clubs se réunissent en juin pour définir les dates des différents tournois de la région. Donc là, il faut déjà retenir cette date-là, fixer une date. Et puis ensuite, il y a une démarche administrative auprès de la fédération pour enregistrer et valider le tournoi. Une fois qu'on a fait ces démarches administratives, on a les personnes officielles qui vont intervenir dans le tournoi à trouver. Donc il y a la première personne qui est ce qu'on appelle en France le géo. Donc c'est la personne qui va s'occuper un peu de l'organisation du tournoi, recueillir les inscriptions, organiser les tableaux, suivre durant le tournoi les différents matchs sur le logiciel, etc. Et puis on a une deuxième personne qui est indispensable, qui est le juge arbitre, qui va vérifier si le tournoi est conforme, si tout se passe bien, gérer les litiges, etc. Donc et puis à côté, il faut un investissement des bénévoles. Alors pour plein de raisons, par exemple préparer les repas. Nous on a une buvette, avec et on propose que des choses faites maison et sur place. Voilà, donc ça nécessite beaucoup d'investissement et de temps. Il faut des personnes pour aller recueillir les lots pour les finalistes et pour la tombola. Généralement, on fait une tombola qui permet de recueillir pas mal d'argent. Donc, on avait plus de 100 lots cette année. Donc, ça fait, voilà, faut aller solliciter les entreprises locales, les magasins, etc. Donc, c'est beaucoup de travail, mais je vous dirais que c'est indispensable pour la vie d'un club, pour faire connaître le club, pour accueillir des nouveaux adhérents et puis surtout pour faire connaître le club et créer une certaine dynamique au sein du club. Donc ça permet aussi d'encourager, voilà, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de personnes différentes avec des objectifs différents dans le club, dans l'association. Donc de créer un club propre, un tournoi propre au club, ça permet d'encourager les licenciés à faire de la compétition. Voilà, ce qui est très intéressant pour dynamiser un peu le club. Voilà, donc à titre d'exemple, le budget du club annuel, c'est environ 20 000 euros. 20 000 euros entre les licences, les sponsors, les recettes. On a quelques subventions de la commune, des choses comme ça, c'est à peu près 20 000 euros. Le tournoi qu'on a organisé cette année, on a pu faire un bénéfice de 2 500 euros. Voilà. Donc, et sachant que les licences, les cotisations, c'est entre 13 et 14 000 euros. Voilà. C'est vraiment énorme, les cotisations. Si on a une baisse de 20 à 30%, 40% du nombre de licenciés, ça peut mettre en péril un peu tous nos projets. Et voilà, on va dire qu'un tournoi, le tournoi est 2 500 euros, ça permet de payer tous les avantages qu'on donne aux licenciés, les tournois offerts, les volants offerts. Voilà, c'est une certaine. Je vous dirais que c'est pas indispensable, mais c'est quelque chose que les joueurs apprécient beaucoup et que si on l'avait pas mis en place, peut-être qu'ils n'aimeraient pas s'inscrire chez nous. Voilà. C'est 2 500 euros. Pour vous dire, cette année, on n'a pas lésiné sur les lots. On s'était dit, on veut faire plaisir aux gens. On a envie de faire plaisir aux gens. Donc, que ce soit pour les lots d'accueil ou pour les lots finalistes ou même pour les repas où on a fait des plats faits maison avec des produits locaux qu'on n'a pas fait forcément payer cher. Voilà, on a eu envie de faire plaisir aux gens et on a eu en retour le meilleur bénéfice de tous qu'on n'a jamais fait sur ce genre de tournoi. Généralement, on tournait autour de 1 000 euros en bénéfice et là, on a fait plus que doubler. Donc voilà, quand j'insiste sur la convivialité, mais voilà, nous on a estimé que c'était un point indispensable pour vraiment
bien faire vivre le club, il y a une certaine cohésion, voilà, donner envie aux gens de venir à nos tournois, venir s'entraîner. Voilà. Voilà un peu comment on a voulu construire et organiser le club ces dernières saisons. Merci, cher intervenant, pour votre intervention passionnée. Merci pour le partage d'expérience de votre club avec nous. Avant d'entamer la partie des questions, je passe la parole à M. Lotfi pour intervenir et pour enrichir le débat. M. Lotfi. Oui, je reprends la main. Donc, merci beaucoup, Benoît, en tout cas, pour cette intervention-là. Afin d'accompagner, en fait, tout ce que Benoît dit en termes d'organisation au niveau du club. Donc, je vous ai partagé, en fait, le lien du site internet du club. Vous pouvez aller le consulter pour voir effectivement tout ce qu'il vient de dire. Comment le club s'organise donc autour de son tournoi. Je peux aussi vous montrer quelques choses. Si j'arrive donc à rétablir le partage d'écran, est-ce que je peux le faire ou pas? Je suis en train de regarder. Voilà, OK. Alors, est-ce que vous arrivez donc à voir mon partage d'écran? Oui? Non? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, ça marche. Voilà, donc ça c'est le site internet du club, développé donc par le club. Ce que vous a dit Benoît par rapport au tournoi, donc là on voit en fait la liste des tournois qui sont organisés par le club. Donc il y a un tournoi jeune qui a été organisé en décembre 2019, tournoi senior en janvier 2020, tournoi en interne en mars, etc. Donc ça c'est dans le cadre donc des activités, des animations organisées par le club, pour avoir justement des ressources financières pour le fonctionnement du club. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'en fait, les ressources financières, elles peuvent, donc comme il a précisé, en fait, elles peuvent venir de plusieurs parties. Donc, ça peut être la commune, ça peut être la mairie, ça peut être voilà, les partenaires, en tout cas, du club. Donc, en ce qui concerne donc, les créneaux, on voit bien le créneau de convivialité qui est organisé par le club. Et là, on le souligne bien, soirée pizza ou etc. organisée une fois par mois. Et ça c'est important. Ça, parce que c'est l'esprit du club. En fait, ça, c'est l'occasion pour vous pour développer le club autour de ses adhérents et autour des personnes qui sont voilà, il suffit pas voilà, que le jeune vient, s'entraîne et rentre chez lui. Il faut organiser en fait une sorte d'activité autour du club avec les parents, avec les adhérents, afin qui vous accompagnent aussi, afin d'attirer plus de ressources. Je ne parle pas que des ressources financières, je parle notamment des ressources humaines, des gens qui vont vous accompagner lors des tournois, vous allez certainement avoir besoin d'eux. Voilà, à partir de là, donc il y a plusieurs. Donc là, on a cité soirée pizza, soirée machin, concours pétanque, des partenariats avec la section volleyball. Tout ça, c'est très très important pour la vie du club. La vie du club, la vie d'une association au badminton, c'est pas juste. Certes, le cœur du projet, c'est faire du badminton, mais autour, il y a un vécu, il y a quelque chose il y a un partage, on partage des choses, on partage, comme je vous ai dit hier, on partage des principes, on partage quelque chose de commun. Et ça, c'est important. Là, je vais vous montrer donc les créneaux horaires donc, du club de Saint-Donat. On a donc, ça, ces créneaux-là, de toute façon, je ne sais pas si, en tout cas, c'est les créneaux qui étaient mis en place donc, cette année. Il y a donc lundi, voilà, les créneaux de 17h à 18h, 17h15 à 18h45, jeunes loisirs, le nom de l'entraîneur à côté. Voilà, les créneaux, il y en a plusieurs, adultes loisirs, jeux libres. Et là, c'est important, on voit un créneau le samedi. Samedi de 9h30 à 11h, c'est un créneau famille. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent venir avec les parents, ils peuvent jouer avec eux, ils peuvent s'amuser avec eux. Et ça, c'est important. C'est important que vous introduisez toute la famille dans le cadre de votre projet. Parce que ça va forcément être bénéfique et vous pouvez, à partir de là, avoir des ressources qui sont, voilà, qui sont non négligeables. Là, il y a une partie sur le site du club, justement,
il y a une partie inscription où on peut cliquer là-dessus et par la suite, on a toutes les particularités, en fait, tous les documents, la personne à joindre pour s'inscrire, les détails, les tarifs, etc. pour les inscriptions. Et en bas, donc tout en bas, donc Benoît tout à l'heure a parlé des partenaires et donc ça, c'est tous les partenaires du club qui, justement, qui par un côté ou par un autre, voilà, aident le club en tout cas à avoir des subventions ou voilà, j'ai dit tout à l'heure des subventions, mais il peut y avoir d'autres aides. C'est pas forcément que financier, ça peut être plusieurs choses. Voilà, donc en tout cas, ces choses-là, c'est important, c'est à prendre en compte dans la création du club. Et voilà, je ne sais pas si je pourrais vous montrer d'autres photos. Ça, je crois que je sais pas si on a assez de photos là-dessus. Moi, j'ai pas Facebook, alors je peux pas te dire. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà. Il y a un site Facebook qui est géré où on met les photos. En fait, on a voulu voilà, où on met les activités, un peu les news, et puis surtout après chaque tournoi, on met quelques photos du tournoi. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà, si vous n'arrivez pas à développer un site internet, il y a d'autres moyens justement de communiquer. À partir de là, vous pouvez utiliser Facebook, vous pouvez utiliser tous les autres réseaux sociaux afin de communiquer par rapport à votre activité et justement partager toutes les infos là-dessus. En tout cas, par cette même occasion, bah, écoutez, je tiens beaucoup à remercier donc Benoît par rapport à son intervention, par rapport à cette explication-là, par rapport à son témoignage donc pour la vie de son club, dans lequel donc on démarre des projets qui sont très intéressants. Donc je souhaite toute la réussite donc au club de Sadona et au développement de ces projets-là. Et voilà, en tout cas, je repasse la main à Monsieur Reda pour la suite. D'accord. Merci, Monsieur Lotfi. Nous passons maintenant aux questions. C'est la base vraiment du badminton et c'est primordial d'apprendre vraiment la base aux jeunes. Donc, tout ce qui est technique, on commence toujours par la prise de raquette. Au niveau des jeunes, on commence toujours par leur apprendre comment tenir une raquette. Et ça, c'est important. On ne tient pas une raquette n'importe comment. On tient une raquette avec une certaine position que je vais pouvoir donc vous montrer tout de suite. Là-dessus, c'est important parce qu'en fait, il y en a des joueurs en fait qui au début voilà, qui n'ont pas la bonne prise, mais en tout cas qui développent leur jeu au fur et à mesure donc avec cette prise-là et après ils n'arrivent pas à la changer et ça c'est pas terrible. Donc alors je vais pouvoir de nouveau vous montrer la prise de raquette. Tenez votre raquette et placez la paume de la main à plat sur les cordes de la raquette. Descendez doucement votre main et tenez le grip comme si vous étiez en train de serrer la main d'une autre personne. Tenez le grip avec votre petit doigt, l'annulaire et le majeur. Il doit y avoir un écart entre l'index et le majeur. Étendez le pouce sur le côté du grip, sur les arêtes du manche. Il doit y avoir un écart entre le bas du pouce et le... Bon, très bien. Alors, la prise de raquette, c'est un élément qui est basique, c'est un élément qui est très important dans le badminton. Et avec la prise de raquette, on peut justement arriver à faire tous les coups techniques possibles. Donc, la prise de raquette, il y a toujours le pouce et l'index qui sont dégagés du reste de la raquette, d'accord? On peut avoir cette prise-là sur tous les coups dans la partie droite du terrain. Sur la partie gauche, on est obligé donc de mettre le pouce, d'accord, sur le côté revers du terrain. Et là-dessus, je vais vous le montrer. On est obligé d'engager le pouce pour avoir plus de force, plus d'appui sur la raquette. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Grip. Décontractez votre main lorsque vous tenez le grip.
Assurez-vous que la paume de votre main ne descende pas trop bas sur le manche. La prise universelle vous permet de passer facilement de la prise coup droit à la prise revers. Pour avoir une prise revers, tournez la raquette vers la droite si vous êtes droitier et étendez le pouce derrière. Pour effectuer une prise revers, tournez la raquette vers la gauche et formez un V avec votre pouce et votre index. Voilà, en tout cas, cette prise-là, ça permet justement de passer du coup droit au revers d'une manière assez simple, assez facile. Comme la vidéo vous l'a montré, en fait, la personne dégage en tout cas son poignet et en fait, il ne serre pas complètement la raquette. C'est pas comme au tennis, en fait. On serre à peu près on a une prise un peu plus, comment on dit, une prise marteau. Là, on est plutôt sur une prise un peu plus technique que le tennis, d'accord? Au niveau de la prise donc de la prise du revers, je vais vous montrer au niveau revers. Tenez votre raquette et placez la paume de votre main à plat sur les cordes de la raquette. Descendez doucement votre main et tenez le manche comme si vous étiez en train de serrer la main. Tenez le grip avec votre petit doigt, l'annulaire et le majeur. Tournez la raquette vers la droite si vous êtes droitier. Donc là, on voit bien que la personne utilise son pouce pour avoir plus d'appui, pour avoir plus de force au niveau de la raquette. D'accord? Le coup de revers, le revers, c'est un coup qui est très, très technique et qui a donc besoin de plus d'appui. Donc à partir de là, on est obligé de tenir la raquette et d'avoir le pouce pour bien pousser avec la main. D'accord? Et ça, c'est important parce que la raquette, on va tenir la raquette d'une manière un peu plus dans un terrain. Donc, on est centré, on est au centre du terrain. Mais quand on tient la raquette, on est plus positionné un petit peu côté revers. D'accord? À partir de là, il faut bien dégager le poignet et pour pouvoir faire ces coups-là. Donc, là-dessus, techniquement, il faut vraiment travailler ça plusieurs fois avec les enfants, avec les jeunes. Il faut consacré des séances entières là-dessus et il faut vraiment leur montrer cette base-là que je vais donc évaluer cette pratique-là. Par exemple, il faut un minimum d'un mois pour apprendre la prise de raquette de badminton. Et il faut vraiment le faire régulièrement. Donc, quand vous construisez une séance, il faut leur montrer plusieurs fois cette… Et vers la gauche si vous êtes gaucher. Étendez le pouce et formez une diagonale sur l'arrière du manche. Il doit y avoir un écart entre le bas du pouce et la raquette. Si vous tournez la raquette parallèlement au sol, votre pouce doit être en haut. Assurez-vous que la paume de votre main ne descende pas en dessous du manche. Votre prise de raquette doit être relâchée, mais plus serrée lors de l'impact. La prise revers est avant tout utilisée pour les services revers, les lobes, les amortis d'attaque, les blocs et les amortis. À vous de jouer! J'ai vu une question posée par l'un des participants concernant la manipulation de raquettes. Est-ce qu'on manipule le raquette avec les deux mains ou bien une seule main? Dans la badminton, on utilise donc une seule main. On n'utilise jamais deux mains. Oui. Et concernant le profil d'un entraîneur, d'un bon entraîneur. Donc, là, comment? Concernant le profil d'un bon entraîneur. Un bon entraîneur, Oui. entraîneur, c'est quelqu'un qui est disponible. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui est disponible pour tout le monde. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui explique et qui arrive à faire passer son message. Je viens de voir une question très intéressante justement à laquelle je me permets de répondre. Quelles sont la personne qui a posé cette question-là, c'est Mohamed, je pense, ouais. Quelles sont les blessures qui sont fréquentes lors de la pratique du badminton et comment pouvons-nous les éviter? Merci d'avoir posé cette question-là parce que ça me permet de mettre la lumière en fait sur les blessures au badminton. Attention, le badminton, c'est pas un sport, voilà, c'est pas un sport qui est sans risque. Bien au contraire, le badminton, c'est un sport avec beaucoup de risques et beaucoup de blessures malheureusement.
il faut justement prévenir de ça. Pour prévenir de ça, il faut une préparation assez adéquate et assez bien préparée, assez préparée en amont pour accéder à la pratique. C'est-à-dire qu'il faut un échauffement avant la séance, il faut bien s'échauffer, d'accord? Il faut prendre le temps de bien s'échauffer, il faut prendre le temps de bien s'hydrater, il faut prendre le temps de bien aussi de manger bien suffisamment en amont et bien écarté avant de venir à la séance pour ne pas avoir des vertiges. Il faut bien voilà, s'échauffer toutes les parties du corps, notamment et insister sur les genoux, sur les chevilles, sur les coudes, sur l'épaule. Le tendon rotulien, c'est une partie du corps qui est très, très, très sollicitée. 90%, allez, je vais dire même 95% des joueurs de badminton de haut niveau, ils ont forcément eu un jour où ils ont forcément eu une blessure au tendon rotulien. Certains, ils développent une forme grave, sévère, d'autres moins grave. Donc voilà. En tout cas, pour éviter ça, il faut bien répartir la charge de l'entraînement. Il ne faut pas surcharger. Il faut bien prendre le temps de s'échauffer. Voilà. Je reviens juste à la question un bon entraîneur. En tout cas, un bon entraîneur, voilà, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui fait bien passer son message, pardon, et c'est quelqu'un qui est bien informé par rapport aux techniques à transmettre à ses élèves, à ses partenaires. C'est quelqu'un qui arrive à expliquer son projet et c'est quelqu'un qui arrive à développer le potentiel de son gamin. C'est quelqu'un qui arrive à avoir des bons résultats avec ses jeunes.